Allez, je vous propose qu'on démarre et puis ça fera venir les autres participants. Donc, rebonjour à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième rencontre eau énergie dédiée aux industries agroalimentaires et cosmétiques. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième webinaire, donc qui va être consacré à l'utilisation de ressources alternatives. Donc, avant de commencer, quelques petites informations logistiques. Donc, nous avons lancé un enregistrement de la rencontre pour pouvoir proposer un replay. Donc, il y aura le lien qui sera disponible sur YouTube. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître, ben, vous pouvez bien sûr enlever votre caméra. Sinon, il n'y a pas de souci, vous pouvez la garder, c'est plus interactif. Juste pour vous prévenir que vos micros donc, sont coupés pour le moment. Vous avez par contre le chat pour poser vos questions tout au long de l'échange. On prendra à l'issue de chaque intervention 5 minutes de questions. Et puis, une fois que toutes les interventions seront passées, on pourra vous permettre d'ouvrir aussi vos micros pour que ce soit un peu plus interactif si jamais vous avez des questions complémentaires. Alors aujourd'hui, sur le tour de table des organisateurs, donc nous sommes plusieurs pôles et clusters qui vous proposons cette série de rencontres. Donc vous avez des pôles et clusters qui représentent plutôt des apporteurs de solutions dans le domaine de l'eau, donc avec Aquavalais et AEC Entreprises. Des pôles et clusters plutôt sur la thématique énergie, donc avec Derby et Cap Énergie. Et puis deux pôles plutôt orientés marché, donc qui représentent plutôt des acteurs du monde industriel, agroalimentaire et cosmétique, avec les pôles Agri-Sud-Ouest Innovation et Innovalliance. Alors, pourquoi avoir organisé ces webinaires eau énergie? Je vais laisser la parole du coup à Simon et Morgane qui vont vous présenter brièvement les grands enjeux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, enchanté, Simon Olivier du pôle Aquavalais. Rapidement, pour mettre un peu de contexte dans l'organisation de ces webinaires, sur le volet eau, la consommation, voilà, comme vous le voyez sur le graphique, la consommation d'eau en France est la suivante: 48% pour l'agriculture, environ 24% pour l'eau potable, 22% pour l'énergie, et puis entre 6 et 8% pour l'industrie. Donc là, on différencie il s'agit de consommation et pas de prélèvement. Et puis lorsqu'on parle de consommation d'eau pour l'industrie, c'est hors barrage hydroélectrique et centrale électrique. Alors l'industrie, c'est surtout l'industrie chimique qui représente la plus grosse utilisation, de l'ordre d'un quart des volumes prélevés. Et puis ensuite, on a de l'industrie alimentaire, de l'industrie concernant la fabrication de papier et carton. Et ces industries, en période d'arrêté sécheresse, elles subissent un impact qui est sévère, puisqu'il y a des arrêtés sécheresse qui s'appliquent sur elles. Donc, à titre d'exemple, ce qu'on avait cité la dernière fois lors du premier webinaire, c'était que sur le cas des papeteries, on avait, on avait 80 sites en France. Sur ces 80, il y en a 14 qui ont été marqués par des restrictions. Et puis là, cette année, le 5 juillet 2023, il y a eu un arrêté ministériel qui propose des éléments de réglementation nationale dédiés à une gestion plus sobre de la ressource en eau pour certaines catégories d'ICPE, donc pour celles qui ont un prélèvement d'eau total annuel euh, assez grand, puisque supérieur à 10 000 m3. Voilà, donc après, on a sur l'enjeu est assez grand sur ces industries, puisqu'il donc il y a des restrictions sur la consommation d'eau, un risque sur la cessation d'activité, et puis des contraintes de rejet plus fortes. Alors, on a des économies d'eau qui peuvent être faites dans le milieu industriel, puisqu'on peut s'équiper de dispositifs hydroéconomes, on peut avoir une mise en circuit fermé, donc pour faire du recyclage de l'eau, et puis de manière générale, des nouveaux procédés plus économes et des changements de pratiques qui peuvent s'opérer. Et ce volet-là s'inscrit dans la partie du plan eau qui mentionne que moins 10% d'eau prélevée doivent être effectuées d'ici 2030. Bon, voilà pour rapidement le petit panorama qui concerne le sujet de l'eau liée à l'industrie. Et je propose côté Derby à ce qu'il ait le même petit panorama côté énergie. Alors, ce sera Morgane de Cap Énergie qui va Ah oui. faire la petite présentation. Sur les enjeux, bonjour à tous déjà. Sur les enjeux énergie pour l'industrie et la gestion de l'eau, ils sont directement bien sûr liés au coût de l'énergie, avec des consommations, on retrouve les chiffres 23% pour la métallurgie, 24%
pour les matériaux de construction et 26 pour l'industrie chimie, donc un assez quand même gros pourcentage. Et les enjeux sont aussi liés aux différents plans de sobriété énergétique du gouvernement qui visent à mobiliser donc les acteurs les plus polluants pour une réduction des consommations et une neutralité carbone qu'on sait bien à horizon 2050. Et donc pour vous accompagner en fait sur cette transition, je vais tout de suite laisser la parole à la suite sur les différentes solutions qui peuvent être mises en place voilà, pour l'industrie. Merci. Merci à tous les deux. Donc effectivement, donc ces enjeux, on a décidé de les adresser sur trois webinaires différents. Donc le premier qui a eu lieu en juillet, peut-être certains d'entre vous y ont participé, il s'agissait de réfléchir sur le pilotage, mieux piloter pour mieux consommer. Donc on avait eu 3 interventions, la société Ocosto qui nous avait parlé de stockage saisonnier d'énergie dans l'eau, l'entreprise IRH qui nous avait parlé d'économie d'eau en industrie agroalimentaire et l'entreprise Voltalia qui nous avait parlé d'autoconsommation photovoltaïque. Donc, toutes ces présentations sont disponibles sur le replay sur YouTube. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la deuxième partie, donc utiliser des ressources alternatives. Et pour cela, nous aurons 4 retours d'expérience. Donc 2 plus orientés eau et 2 plus orientés énergie. Donc vous avez la liste à l'écran. Donc une usine zéro rejet qui nous sera présentée par l'entreprise Chemdoc. On parlera de recyclage, désinfection des eaux de process avec l'entreprise Minerve. On parlera de décarboner la chaleur avec l'entreprise Ecoceram et enfin de vapeur solaire avec Alto Solutions. Et donc, nous allons laisser la parole tout de suite à François Chêne de l'entreprise Chemdoc qui va nous faire un retour d'expérience sur le projet Zeus. Merci Mylène. Donc, je me présente. Est-ce que le son est correct? Donc, je suis François Chêne, je suis directeur de projet chez Chemdoc Water Technology. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter très rapidement un projet d'ampleur en termes de recyclage de l'eau dans l'industrie agroalimentaire, qui s'appelle le projet Zeus, qui a la particularité d'être un projet qui est mené par un consortium donc, de 4 entités. Donc, tout d'abord, Chemdoc Water, qui en est le mandataire, et le fabricant, je dirais, des technologies membranaires déployées. L'entreprise Monin des sirops Monin à Bourges, qui est sur son site, sur son usine de Bourges, qui est une usine de 50 millions de bouteilles de sirop par an, et les partenaires de recherche donc, que sont l'INSA au travers du CRIT Bio de Toulouse et l'Office international de l'eau pour la partie notamment réglementaire. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant. Je vais juste faire un petit focus rapide sur Chemdoc. Nous, on est un concepteur fabricant d'équipements. On est basé dans la région de Montpellier. On a 25 ans d'existence et on intervient en tant que concepteur fabricant d'équipements de purification d'eau et de recyclage. Alors, beaucoup pour l'industrie, qui est notre secteur, je dirais, historique sur lequel nous exerçons, mais aussi l'eau potable, puisqu'on fait pas mal d'unités d'ultrafiltration ou d'osmose basse pression pour la problématique pesticides. Et le reuse, c'est quelque chose dont nous sommes un des pionniers en France dans l'industrie. On a démarré notre premier projet reuse il y a maintenant déjà 10 ans. On n'a pas attendu un discours devant un lac vide, même si c'est in fine ce discours devant un lac vide avec de la réglementation qui fait que les choses sont en train d'accélérer à très grande vitesse. Peut-être la slide suivante, s'il te plaît. Les technologies, après, je viendrai dans le programme Zeus. Nous, on maîtrise les technomembranaires, on fait des unités telles que celles qui sont représentées en train d'être expédiées ou qui sont intégrées au sein d'un site. C'est des unités compactes de traitement d'eau qui sont des mini-usines de production, c'est-à-dire qu'on produit l'eau au spec de nos clients à partir d'une ressource en eau quelle qu'elle soit d'une ressource en eau conventionnelle, l'eau d'un réseau, l'eau d'un forage ou une eau de surface, soit de ressources non conventionnelles, c'est-à-dire qu'on recycle l'eau. On a, depuis 2016, fait plus de 15 installations de recyclage en industrie. J'ai choisi ici de ne pas vous les présenter, puisqu'on va se focuser sur le sujet du projet de recyclage avancé qui est mené
au sein de l'usine Monin. Slide suivante. Donc, le projet ZEUS. ZEUS, ça signifie... Alors, quand on présente un projet LIFE, il faut toujours avoir des noms, trouver des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, on a été très modeste, on a choisi ZEUS, mais c'est l'acronyme de Zero Liquid Discharge Water Reuse. Donc, en fait, c'est un projet dont le montant global est de 4 millions d'euros et qui est financé à hauteur de 55% par la Commission européenne dans le cadre de son programme LIFE et cofinancé par les 3 agences de l'eau. Loire-Bretagne, qui est l'agence qui finance, on va dire, la plus grande partie, puisque l'usine Monin se trouve sur son site, et les agences Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, qui financent notamment des projets de réplication, puisque dans le cadre de ce programme qui va au-delà de la seule intégration d'un démonstrateur dans une usine, il y a aussi un programme de dissémination et de réplication avec une méthodologie qui cherche à dupliquer le modèle et qui a réalisé notamment par l'INSA. Sur la slide suivante, je vais vous montrer en fait qu'est-ce qu'on vient changer avec ce programme ZEUS au sein d'une usine agroalimentaire. Donc, avant la mise en œuvre des procédés, on est dans une usine agro classique, comme des milliers d'usines en France, où on a une eau du réseau, une eau potable qui est adoucie. Et avec cette eau, on va fabriquer, c'est-à-dire préparer des cuves de fabrication, les rincer, les nettoyer, nettoyer des lignes, nettoyer des nettoyages via des nettoyages en place et consommer de l'eau. Et cette eau souillée par la production part vers une station d'épuration urbaine avec 2 problématiques qui sont relevées. Si on veut recycler, on doit bien évidemment recycler cette eau avant la station d'épuration. Et d'abord, on doit la séparer du sel qui arrive des régénérations des adoucisseurs, qui est un très gros problème dans les recyclages, un grand point qui doit être dégoulotté, parce qu'en rajoutant du sel, on va complexifier le traitement. Dans le cadre donc, du projet ZEUS, ce qui est mis en œuvre sur l'usine, c'est plusieurs choses. Donc, d'abord, un premier procédé qui s'appelle Régicycle, qui vise à recycler le sel des saumures d'adoucisseurs, c'est-à-dire qu'on a une régénération du sel classique par l'adoucisseur et un système qui s'appelle Régicycle qui va le purifier pour le stocker et le rendre utilisable lors de la prochaine régénération. Donc, on n'arrive pas à remplacer tout le sel consommé, mais on est à plus de 55% du sel consommé précédemment qui n'a plus à être approvisionné. Et de cette manière-là, on a déjà une réduction de sel, mais ce n'est pas l'intérêt technico-économique principal. C'est surtout qu'on a un effluent qui est beaucoup plus simple à traiter parce qu'on n'a pas mis du sel et puis on envoie quand même aussi moins de sel dans les masses d'eau. Et l'autre partie, c'est la partie traitement de l'eau souillée par le sirop, où on va d'une part recycler une eau prête au contact alimentaire, donc dans une qualité qui est assez proche d'une eau, je dirais, qui pourrait être destinée à la consommation humaine. Vous voyez que je n'ai jamais utilisé le terme eau potable, puisqu'on n'a pas pour objectif de faire de l'eau potable. On a pour objectif, dans ce projet, de faire une eau sans risque pour les productions et les consommateurs. Et donc, au-delà d'un projet de recyclage de l'eau, puisqu'on est dans de la valorisation, la partie qu'on a séparée de l'eau, qui est du sirop, on va la concentrer plusieurs fois pour la rendre valorisable en méthanisation. Et ce qu'on voit, c'est qu'en faisant ces installations de 2 procédés, on se retrouve dans le cadre d'une usine qui n'a plus besoin d'envoyer des effluents à une station d'épuration, c'est-à-dire que toute son eau de nettoyage est recyclée en continu. L'eau qui va à l'intérieur de la bouteille de sirop, c'est un choix qui a été fait, ça continue à être l'eau du réseau d'adduction d'eau potable. Mais par contre, l'ensemble des nettoyages, y compris ceux au contact avec le sirop, sont faits avec de l'eau recyclée, qui est, dans la terminologie pour l'usine, est désormais l'eau propre. Voilà l'ensemble du projet. Donc, dans les slides suivantes, on va vous... Alors, une dernière slide pour expliquer pourquoi ce projet a été retenu au programme LIFE. Il a été retenu pas parce qu'on faisait un reuse de l'eau. Il faut savoir qu'en Europe, les reuse de l'eau en industrie, les premiers projets LIFE, ils datent de 1994.
Donc, quand on présente un projet en 2021, il faut aller un peu au-delà, sinon on n'a strictement aucune chance d'être retenu. Ce qui a fait qu'on a été retenu, c'est la problématique du sel, hein, qui n'avait jamais été évoquée et qui est un vrai problème dans les masses d'eau au niveau européen. Et bien évidemment, le fait d'être dans de la valorisation, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, on a une production d'énergie. Au lieu de consommer de l'énergie pour épurer de l'eau, on a un système qui est complètement vertueux et qui génère de l'énergie puisqu'on est en méthanisation. C'est un projet qui se fait, c'est un projet de recyclage-valorisation, mais avant tout pour l'usine, hein, pour le service qualité, c'est un projet où on contrôle et on maîtrise les risques. Hein. Il ne s'agit pas de... On est à l'échelle usine, hein, donc le projet, c'est 24 mètres cubes heure, c'est toute l'eau de l'usine qui fait 50 millions de bouteilles, qui partent dans 140 pays, donc il ne s'agit pas d'avoir des problématiques de production ou de qualité. Donc, vous verrez rapidement derrière tout ce qui a été mis en œuvre dans le projet, qui est regardé de très très près par l'ensemble de la profession agroalimentaire, parce que comme il a fait l'objet de mesures dérogatoires dans le cadre d'une France expérimentation et avant le futur projet d'arrêté de recyclage en agro qu'on attend pour la fin de l'année, on est dans un projet où on doit vraiment démontrer que la totalité des risques sont maîtrisés et qu'il ne reste rien dans l'eau. Bon, les performances, je vais vous laisser les lire, mais effectivement, on a une réduction du prélèvement d'eau de 40 000 m3 et surtout zéro rejet parce qu'il n'y a plus de rejet à la station d'épuration. Il n'y a plus les 405 tonnes de DCO qui partaient à la steppe. Elles vont, elles, faire produire de l'énergie. Ce qu'on voit dans le slide suivant, le focus sur l'efficience énergétique. Alors, ce n'est pas nous, Chemdoc, qui allons le démontrer, hein. C'est fait par l'INSA dans le cadre aussi d'une analyse du cycle de vie, donc quelque chose qui est clairement indiscutable, avec les objectifs de passer d'une consommation électrique de 1,8 kWh par mètre cube à une production d'énergie de 8,3 kWh, hein, alors même que le système de traitement que je vais vous montrer ultérieurement est quelque chose qui, lui, consomme un peu plus de 2 kWh par mètre cube, puisqu'on est dans un système très avancé, mais la globalité fait que ça produit de l'énergie. Ce qu'on va voir dans les... Alors, l'avancement, le projet, il a démarré en septembre 2021, mais avec la problématique Covid, tout a vraiment commencé début 2022. On est en ce moment on a déjà installé la partie régie de cycle et on est en train de finir la construction au sein d'un nouveau bâtiment qu'on va voir un peu slide suivant, on peut passer. Donc, un des points clés de ce projet, on est dans l'agroalimentaire, bien que l'eau ne soit pas une eau considérée comme un ingrédient, puisque je vous l'ai expliqué, on ne remplit pas les bouteilles avec, elle est considérée par le système qualité de l'usine comme étant un ingrédient, c'est-à-dire qu'elle elle fait l'objet d'un batch. C'est pour ça qu'on a près de 500 mètres cubes de stockage que vous voyez ici, où chaque cuve d'eau recyclée, qui correspond à un jour de production, est stockée, analysée avant d'être utilisée et envoyée dans le cycle de production, et numérotée et tracée pour savoir que n'importe quel batch de prod a été en contact avec une qualité d'eau qui aurait un possible problème. Au slide suivant, on voit les technologies. Donc, effectivement, il y a beaucoup de technologies qui sont employées. On fait beaucoup de projets de recyclage aujourd'hui à base de traitements UF ou MF couplés avec de l'osmose ou de la nano. Là, on a l'ensemble des systèmes qui sont mobilisés, hein, puisqu'on fait, au-delà de la seule purification de l'eau, on a une concentration des effluents pour la méthanisation. Et après, on a une phase dite de sécurisation hygiénique, où on n'est pas dans des appareils de traitement, mais on est dans des équipements qui visent à supprimer les risques dans le cadre où ils apparaîtraient, et qui sont des équipements qui pourront être bypassés ou pas, hormis la boucle UV sur le stockage. Slide suivant. Voilà, au niveau des skids, hein, qu'on est en train de fabriquer, à quoi ça ressemble. Donc, on a bien sûr quelque chose qui est entièrement exécuté en inox, puisque ça doit pouvoir être sanitisable à chaud, avec les 3 procédés qui permettent d'éliminer, de séparer et de purifier l'eau. Quelques images de la 3D de ce qui est en cours de fabrication, on peut passer. Voilà, donc effectivement,
Un des points clés, c'est l'intégration au réseau usine. Donc, il y a beaucoup de tuyaux. Ce projet a été fait en prévoyant un réseau spécifique au recyclé. Ce ne sera peut-être pas obligatoire pour tous les projets reuse agroalimentaires dans le cadre du futur décret. En tout cas, là, il a été fait le choix de faire un double réseau. Et dernière slide, me semble-t-il, le labo qui a été fait, donc il y a un très beau laboratoire qui a été mis en place, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est de maîtriser complètement les risques, y compris HACCP, bien qu'il n'y ait pas d'usage de l'eau en tant que haut ingrédient, et un niveau de laboratoire qui est celui d'une ville de 100 000 habitants pour son laboratoire d'eau potable. Donc, des investissements assez élevés, mais encore une fois, c'est un projet démonstrateur, hein, qui va certainement beaucoup aider la filière à progresser dans le reuse ou la valorisation. J'ai terminé, je crois que je suis dans les temps. Vous avez les interlocuteurs du projet si vous souhaitez nous contacter, et le site que l'on met à jour régulièrement, sur lequel on a toute la description de ce qui est réalisé dans le cadre du projet, qui va au-delà de la seule réalisation d'un prototype. Voilà, je vous remercie. Merci François. Alors du coup, on va passer à la partie questions. Alors c'est Simon qui va gérer les questions, mais il n'y en a pas dans le chat, d'après ce que Voilà, j'ai c'est pu ce que voir. j'allais dire, il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Sachant qu'on pourra prendre un petit temps Oui, bien d'échange sûr. tout à la fin aussi pour revenir aux besoins. Voilà, s'il y a des questions spécifiques, en tout cas, moi, je reste à disposition pour répondre. Mon mail est précisé dans les slides que vous remettrez peut-être derrière. Alors, si on a des questions qui arrivent, François, donc on a Nicolas Rossi qui nous demande quid de l'impact de la diminution des rejets et du problème du soutien d'étiage. Alors là, on n'est pas du tout sur ces problématiques-là, hein. L'usine, c'est 45 000 m3 par an, hein, donc on est sur 20 m3. On va dans la station d'épuration de Bourges, qui est une 200 000 équivalents habitants. Donc pas de sujet là-dessus. Combien de pourcentage d'eau économisé par l'usine? On a 45 000. La consommation d'eau de l'usine, c'est 60 000 m3, 45 000 qui allaient pour le nettoyage et 15 000 pour les bouteilles. Donc les 45 000 passent à 5 000. Il y a une économie de près de 65% de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ce qu'on constate aujourd'hui dans les projets reuse, hein, c'est que les pourcentages de recyclage qui sont recherchés sont plutôt autour de 20 ou 25%, si on veut juste se conformer à l'arrêté de sécheresse de juin 2023 qu'évoquait Simon. On voit que sur certaines zones très, très challengées sur la sécheresse, notamment qu'on a dans le sud de la France, on a rencontré des entreprises à Polytech à qui on demande 60% de recyclage, sinon elles ferment. Je parle d'un secteur très spécifique qui est celui du lavage des camions, notamment. Les préfectures leur demandent aujourd'hui plus de 70% de taux de recyclage. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation et pour la réponse aux questions. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas sur le chat, je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Et puis si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser, on y répondra un peu plus tard. Et nous allons laisser la parole au deuxième retour d'expérience, donc l'entreprise Minerve Technologies, avec Paul Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Merci Mylène. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous partager un retour d'expérience concernant le recyclage et la désinfection des eaux de process en industrie agroalimentaire.
Tout d'abord, un petit mot concernant la société Minerve Technologies, qui est une société spécialisée dans les solutions éco-responsables de sécurisation bactériologique des eaux liées aux risques sanitaires. Et Minerve Technologies est fabricant de concepts innovants de désinfection des eaux. Donc, on verra donc à travers la présentation les solutions que nous avons pu mettre en place donc pour un industriel laitier, hein, donc dans le secteur agroalimentaire, une laiterie qui est basée donc près de Mâcon. Et donc cette société, c'est Rocerum, qui appartient à un groupe Sodial et qui est spécialisé dans la fabrication de lait en poudre et de sérum sur ce site. Et Minerve Technologies travaille avec ce client depuis près de 15 ans. Et donc a été amené donc, à proposer justement et à travailler sur un projet de recyclage et désinfection des eaux de process dans cette industrie laitière. Merci, Mylène. Donc, on a un contexte qui est spécifique sur le site. Donc, bien sûr, ce site utilise des tours aéro-réfrigérantes pour dans la gestion en fait des températures sur le procédé, avec un appoint donc de ces tours aéro en eau de ville et une étude concernant le recyclage des eaux de vache, qui appelle eau de vache, qui est maintenant appelée eau concentrée des matières laitières. Ce sont en fait des condensats qui sont issus des évaporateurs du process laitier. Et on a travaillé ensemble sur la modification, donc sur le traitement biocide. Alors effectivement, sur la partie eau de ville, le traitement existant et certains inconvénients, notamment le développement de biofilms, donc au niveau des différentes canalisations, nécessité des interventions régulières de nettoyage des installations et un coût également élevé donc de traitement biocide. Alors à la fois sur le traitement biocide et à la fois sur la partie intervention, puisque un coût en fait de gestion des tours, donc à la fois la partie biocide et à la fois intervention qu'il ne faut pas négliger parfois en termes de nettoyage, en termes d'intervention humaine. Et ce qui faisait que Eurosérum s'est amené en fait à étudier cette possibilité de recycler les eaux et les eaux de vache, sachant que cette qualité d'eau en fait est assez hétérogène. On verra sur la slide suivante, où on a par rapport à l'eau de ville en fait des caractéristiques des eaux d'appoint à traiter qui sont différent de l'eau de ville, puisqu'on a des pH qui sont, enfin en termes de pH, de conductivité, de DCO et également de température, où on a des fluctuations et aussi des valeurs qui sont bien différentes en fait de celles de l'eau de ville. Donc ces eaux, comme je le disais, ces eaux de vache sont issues des condensats, donc des évaporateurs. On a des pH qui sont variables entre 6 et 10. Une conductivité qui est également variable avec une sélection qui se fait en fait par conductimètre et permet d'orienter en fonction de cette conductivité suivant différentes utilisations donc au niveau du process. Et en ce qui nous concerne, la conductivité relevée a été sous un seuil en fait de 100 microsiemens et qui est orientée en fait comme appoint sur les tours aéro-réfrigérantes. On a une DCO également qui est assez importante, qui est supérieure à 50 ppm. À disposition, une cuve de stockage de ces eaux qui est non refroidie et non agitée. Donc nécessairement, en fait, des eaux stagnantes avec des temps de séjour qui peuvent être importants, supérieurs à 2-3 jours. Et donc vraiment, en fait, des caractéristiques des eaux qui sont à traiter qui sont bien différentes en fait de l'eau de ville. Avec le traitement biocide précédent, le client était confronté à un certain nombre de problématiques, notamment le développement bactériologique avec des germes supérieurs à 1 million, des traitements non performants. Il n'y avait pas d'effet rémanent ni bactériostatique par rapport au traitement actuel existant. Persistance importante du biofilm sur les canalisations, des fréquences
quand des interventions donc, sur la maintenance, notamment sur le nettoyage humain, j'en parlais tout à l'heure, nettoyage donc au niveau du packing, donc au niveau des tamis, des filtres, donc au niveau des tours, vraiment très important. C'est à peu près donc une intervention par semaine qui est nécessitée. Donc vraiment une grosse présence. Et bien sûr, des coûts et des risques importants lorsqu'on fait intervenir des opérateurs pour laver en fait, au niveau des tours. Ce sont quand même des risques qui sont pris et des coûts induits. En termes de traitement biocide, donc on a proposé en fait un concept innovant de désinfection, comme je le mentionnais tout à l'heure, qui est en fait un générateur de dioxyde de chlore in situ, où on a donc injecté le dioxyde de chlore en amont de la cuve de stockage. Et ensuite, on a prévu donc une injection de dioxyde de chlore sur les 3 appoints des tours. En fait, il y a j'ai fait une petite erreur sur la présentation. L'eau de vache est injectée sur la tour comme eau d'appoint, mais le biocide est injecté sur la recirculation des tours et pas sur l'appoint. Donc les traitements préventifs et curatifs sont devenus performants. On a limité la formation de biofilms donc grâce aux caractéristiques intrinsèques du dioxyde de chlore. L'effet rémanent bactériostatique a été également relevé, donc avec une diminution des germes totaux. On est passé d'1 million donc à inférieur à 1000 par millilitre. On a pu réduire également les interventions humaines dans les installations. Donc, je disais passer de une fois par semaine, passer par une fois par trimestre. Donc, un risque en fait humain moins important. Et surtout, l'aspect risque de corrosion qui a été limité par le faible potentiel oxydant du dioxyde de chlore en termes de compatibilité par rapport aux matériaux. Le dioxyde de chlore a un potentiel d'oxydation qui est beaucoup plus faible par rapport aux oxydants usuels. Et donc, ce qui fait qu'on a pu en fait limiter aussi la corrosion dans les tuyauteries. La dernière slide concernant en fait le coût de traitement, si on peut voir le coût de traitement, alors comme je mentionnais tout à l'heure, traitement effectivement biocide, mais aussi donc lié aux interventions humaines qui ont pu être réalisées, cette diminution dans ce sens-là. Donc on a les traitements, alors si on peut faire une comparaison donc en euros par mètre cube traité, on avait les traitements classiques, je dirais, qui naviguaient aux alentours de 0,2, 0,4 euros par mètre cube traité. Les traitements chimiques avant le dioxyde de chlore qui étaient au niveau de 0,15, mais qui n'étaient pas performants. Et on a pu voir donc à travers notre concept innovant proposé d'avoir un coût de 5 centimes d'euros par mètre cube traité uniquement sur la partie précurseur chimique. En rajoutant l'amortissement sur le générateur, on montait donc à 0,1 d'euros, pardon, 10 centimes en fait d'euros par mètre cube traité. Et cette solution donc, a été installée il y a à peu près 15 ans et toujours d'actualité chez ce client. Voilà, maintenant on voit des problématiques au niveau des tours aéro-réfrigérantes qui commencent à être importantes, notamment concernant, je l'ai mentionné, le traitement au brome. La question se pose par rapport au bromure de sodium et de ses caractéristiques CMR. Donc, il y a effectivement d'autres traitements qui existent donc, au niveau des tours aéro-réfrigérantes et le concept innovant de Minerve Technologies à travers la génération de dioxyde de chlore in situ fait partie maintenant des solutions qui vont être de plus en plus envisagées au niveau de ces gestions de ces tours aéro et des problématiques rencontrées, que ce soit par rapport à l'augmentation en fait, des légionnels, l'augmentation des cas de légionnels qu'on voit de nos jours, et également par rapport aux produits qui sont ou qui seront interdits en fait dans le futur. Voilà, j'ai fini pour ma présentation. Je vous remercie. Merci Paul-Emmanuel. Alors, est-ce qu'on a eu des questions dans le chat?
Non, toujours pas de Non, pas de pas de questions pour questions. le On a moment. des participants un peu timides cette matinée. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Est-ce que certains souhaitent réagir ou demander quelques précisions à l'entreprise Minerve? C'est que tout a été super clair. Ça marche. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec la présentation suivante, donc avec l'entreprise Ecotech Ceram. Alors oui, on avait quelques slides support au cas où, je les passe. Et bonjour à tous. Bonjour Vincent. Et voici vos slides. Donc, comme on a fait avec les autres intervenants, je vous propose de les passer pour vous. Donc, vous n'aurez qu'à me dire slide suivante. D'accord. Si ça vous convient. Merci beaucoup. Déjà, vous informer que je viens à peine de me connecter. J'étais dans une autre réunion et du coup, je ne sais pas s'il y a une présentation un peu des participants ou en tout cas quels sont votre niveau de connaissance sur le sujet. Déjà, merci pour l'invitation. L'idée pour moi, c'est de vous présenter une méthode qu'on a mis en œuvre et qu'on met en place chez nos clients d'expérience pour envisager la décarbonation de vos process et particulièrement de votre chaleur. Donc, je veux bien que vous passiez, voilà. La chaleur, ça représente énormément d'énergie et en particulier dans l'industrie. Et sa production, souvent par des éléments, par la combustion, fait qu'il y a de la chaleur qu'on appelle fatale, de la chaleur perdue. Selon les types de process que vous avez de 25 à 50% de votre chaleur qui part dans les fumées. Sur des processus de cuisson, de séchage et autres, par des manques d'isolation, tout ça. Le rôle de notre entreprise et de notre méthode, c'est d'accompagner donc les entreprises dans un premier temps vers de l'efficacité énergétique sur vos installations et ensuite d'essayer de voir si on peut récupérer de la chaleur dans vos process pour la valoriser sur d'autres process. Dans ce cas-là, si vous avez des process en continu, ça peut se faire en continu. Si vous avez des déphasages entre vos gisements de chaleur et vos besoins de chaleur, eh ben, il peut y avoir besoin d'un stockage. Et là-dessus, on a des innovations qui sont intéressantes pour stocker l'énergie à haute température. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Et simplement, nous, on vient de la recherche et au fur et à mesure des années, on a pu transformer les recherches en applications industrielles. Et aujourd'hui, on fournit de la chaleur pour des industriels et de la chaleur décarbonée. On a peut-être la particularité d'être à la fois de mettre des installations, de faire tout ce qui est mise en œuvre sur site, mais aussi de s'occuper de toute la partie ESCO, vente de chaleur. Il y a tout un système, je ne sais pas si, encore une fois, votre niveau de connaissance, mais aujourd'hui, dans l'énergie, ce n'est pas tant sur tout ce qui est efficacité énergétique et sur tout ce qui est valorisation de la chaleur, investissement. L'argent, on va dire, n'est plus vraiment un problème. C'est surtout la volonté des industriels de chercher des solutions pour décarboner vos installations. Il y a toute une série d'acteurs institutionnels et privés qui accompagnent les entreprises pour financer des investissements sur des temps au-delà de 10 ans, 10, 15 ans. Voilà, donc nous, on fait partie de cet écosystème d'industriels et de services qui
propose aux industriels donc de lisser les investissements pour décarboner les process. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail sur ce point-là, juste vous dire qu'on a développé un stockage thermique haute température qui est unique au monde et qui peut stocker jusqu'à 3 MWh d'énergie sous forme de chaleur par cuve. Et donc, voilà, je vais vous montrer différentes applications qu'il peut y avoir ensuite. Je veux bien qu'on passe à la prochaine. L'objectif d'une entreprise comme la nôtre, c'est d'accompagner les clients dans les différentes composantes de ce que veut dire mettre en place un système de management de l'énergie, chercher des solutions pour décarboner vos besoins. Et donc, notre objectif, c'est d'être un interlocuteur unique pour vous fournir toute une série de services qui peuvent être autour donc de la thermique, mais aussi améliorer vos procédés, on a toute une série de chercheurs, de doctorants qui permettent d'avoir une connaissance assez fine des process et de pouvoir modéliser ce qui se passe dans vos process pour chercher les solutions les plus adaptées. J'en viens vraiment à la méthode qui me semble, voilà, là j'étais un peu dans une présentation sur un peu qui on est et qu'est-ce qu'on peut proposer. Là, c'est plus, on va dire, de la sensibilisation au... Je ne me rends pas compte en termes de temps où on en est. Si on a... Vous êtes bien, parce qu'on avait un peu d'avance. D'accord. On viendra aux questions après. S'il y en a, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Je serai très heureux de répondre, peut-être en fin de réunion. Donc, sur la méthode, quel que soit votre secteur d'activité, avant de vous lancer dans la recherche de solutions, pour nous, c'est important de mesurer, de faire un état de l'art, où vous en êtes aujourd'hui. Et pour le faire, eh ben, il y a la méthode que je vous présente qui est un peu, peut-être en petit, mais c'est avoir vos KPI, vos Key Performance Indicators, qui vous permettent donc de dire qu'est-ce que je veux mesurer en termes de consommation énergétique, en termes de... est-ce que je veux mesurer, par exemple, la tonne de CO2 par produit, par kilo de produit, par kilo de... Tout ça, ça va être intéressant d'une part pour vos clients, ça va être intéressant pour vous pour mesurer la performance de votre entreprise et ça va être très intéressant pour vos banquiers. C'est-à-dire que ces indicateurs-là vont vous permettre de montrer la trajectoire de décarbonation dans laquelle vous êtes. Et d'année après année, vous allez pouvoir prouver les évolutions et les efforts que vous faites et le mettre en avant, que ce soit voilà, dans votre communication, dans votre... Même en interne, de valoriser en interne ce genre d'informations, c'est très important pour la marque employeur. C'est-à-dire que vos salariés se rendent compte qu'ils font partie d'une entreprise qui fait les efforts et ça motive les troupes et c'est toujours... je pense que ça prend de plus en plus de place dans la partie RH, RSE, tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a listé ce qu'on voulait mesurer, vous avez ensuite mettre en place des éléments de mesure, permettre de les visualiser et ensuite de les interpréter. Ça, on va dire que ça nous permet de faire un état de l'art à T0 qui ensuite permet d'aborder les questions de sobriété, d'efficacité énergétique. Ensuite, on vient voir s'il y a de la chaleur à récupérer, ou en tout cas de l'énergie ou de l'amélioration des process. Éventuellement, de substituer, je ne sais pas qui d'entre vous consomme beaucoup de gaz ou d'énergie carbonée. L'idée, c'est de tendre vers l'électrification ou la décarbonation, en tout cas, de vos process. Il y a des... Oui, juste avant, excusez-moi. Tout en bas, il y a marqué objectif net zéro. Vous l'avez sûrement entendu parler, bref,
l'Europe, le monde dit il faut décarboner, il faut qu'en 2050, on ait réduit de la moitié ou de 3/4 nos consommations et que certaines activités soient totalement décarbonées. Cet objectif, il est dur à atteindre. Et pour nous, cette méthode, elle s'applique à énormément de secteurs d'activité. Et donc, voilà, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous, ou en tout cas en parler. Sur l'ADEME, vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'accès à vraiment à valoriser des études de faisabilité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ne pas hésiter, à mon avis, à faire parler la science dans vos secteurs, dans vos industries, c'est-à-dire d'étudier avec des personnes compétentes qui ont de bonnes références comment améliorer vos process. Et ça a un coût. On peut pas changer un processus industriel sans investir, à mon avis, dans la science, dans l'étude de faisabilité. Donc, il y a des aides de l'ADEME qui sont, selon la taille de votre entreprise, qui prennent en charge 50 à 70% de ces études. Pour moi, c'est le chemin royal, c'est la voie vraiment clé pour être à la hauteur des enjeux. Je ne me rends pas compte, encore une fois, quel type d'industrie vous représentez, mais nombre d'entre elles aujourd'hui ne sont pas du tout optimisées et il y a un gros travail à faire. Pour vous donner des exemples là très concrets, donc ça c'est les secteurs d'activité, les clients que nous avons. Si on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît, slide. Donc là, avec des équipements, donc un stocker et un échangeur, sur des fours de cuisson de briques, on réduit de 20% les consommations de l'usine. Là, il est marqué 10, mais en fait, suite aux analyses, on arrive à vraiment réduire significativement les consommations. Si on peut passer à la prochaine, s'il vous plaît. Donc là, on est sur des secteurs énergivores, voilà, la céramique, avec des échangeurs. On peut avoir aujourd'hui des échangeurs et des boucles d'eau chaude à haute pression qui permettent lorsque vous avez des process continus, d'alimenter d'autres process continus avec une boucle d'eau chaude. Là, pareil, on économise 3 gigawattheures d'énergie par an, c'est conséquent. Je veux bien la prochaine. Là, c'est quelque chose qui sera peut-être plus proche de vos activités, c'est-à-dire le Power to Heat. Aujourd'hui, nombre d'entreprises mettent en place des panneaux solaires. Et pour avoir un haut niveau d'autoconsommation, si vous voulez que la courbe de production de vos panneaux solaires, elle fait comme ça sur la journée. Donc, si vous voulez avoir beaucoup d'autoconsommation sur votre journée, il faut surdimensionner votre installation de PV, panneaux solaires. Ce qui fait qu'à certaines heures de la journée ou les week-ends, vous avez une forte surproduction d'électricité. Et aujourd'hui, stocker beaucoup d'électricité, c'est compliqué. Nous, ce qu'on propose, c'est quand, lorsque vous avez besoin de chaleur dans vos process, de stocker cette électricité sous forme de chaleur, on a un rendement de 90%, pour la redistribuer la nuit ou le lundi matin quand vous relancez les machines, sous forme de chaleur. Et donc, on a vraiment... on est voilà, à l'échelle industrielle, pour stocker de l'énergie sous forme de chaleur, il n'y a pas beaucoup mieux, je trouve, aujourd'hui. Mais jusqu'à preuve du contraire. Je veux bien la prochaine, s'il vous plaît. Voilà, dans l'industrie, vous avez souvent des boues, des déchets à queue qui coûtent cher aux entreprises. On a un système, je ne vous rentre pas dans le détail de comment fonctionne la machine, mais notre système de stockage, mais en gros, c'est de l'air chaud qui traverse notre machine. Et donc, pour sécher des boues, l'air chaud, c'est extrêmement efficace. Et donc là, chez ArcelorMittal, on arrive à décarboner le séchage des déchets avec un haut niveau de performance.
Et pour terminer, ce qui est très important dans tout ça, c'est qu'on n'est pas seulement dans de la chaleur décarbonée, mais aussi améliorer les process. Et donc tout ça, ça se combine pour vous accompagner vers, en tout cas, le net zéro. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je serai très heureux de répondre à vos questions ou à vos interrogations ou à vos besoins spécifiques sur vos entreprises, à quoi vous êtes confrontés aujourd'hui. Et peut-être si on peut revenir sur la slide de la méthode, qui je pense peut être plus adaptée pour échanger. Merci beaucoup pour cette intervention. Avec plaisir. Alors, le chat est timide, j'ai l'impression encore. Vous mettez Simon au chômage, ça va pas? Ça, je vous fais peur peut-être, mais n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions par rapport à cette intervention? Ou simplement, où vous en êtes aujourd'hui sur ce parcours-là qui est présenté là sur la droite de l'écran? Est-ce que vous avez défini des indicateurs de performance de vos usines? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous êtes accompagné ou pas? Est-ce qu'en interne, vous avez les ressources? Est-ce que c'est des questions qui se posent dans votre comité de direction? Alors, on n'a pas trop de réactions. Vous avez la possibilité aussi de lever la main, si jamais, si vous voulez qu'on vous ouvre le micro. Et si jamais il n'y a pas de réaction, on peut aussi garder, continuer, enchaîner avec la prochaine présentation. Et puis, on aura aussi la possibilité de discuter à la fin. Donc, si jamais le temps que les gens prennent l'info et peut-être les questions viennent après. Donc, n'hésitez pas aussi à réagir un peu plus tard. Mais en tout cas, merci Vincent pour cette Très bien. présentation. Avec plaisir. Et on va passer à la dernière présentation de la matinée avec l'entreprise Alto Solutions, Stéphane Martin qui nous a rejoint. Donc, on va vous laisser la parole. Comme on l'a fait avec les autres participants, je passe vos slides si ça vous convient. Donc, on n'aurait qu'à me dire slide suivante. Ça me va très bien. Bonjour à tous. Je suis donc Stéphane Martin. Je suis en charge chez Alto Solutions de la stratégie et du business développement. Merci pour ce moment que vous me donnez et pour l'opportunité de partager avec vous un retour d'expérience sur Le Coq Noir, qui est une société dont je vais vous parler dans un instant. Alto Solutions, c'est une société qui est basée à Aix-en-Provence et qui produit de la chaleur solaire jusqu'à 400 degrés pour remplacer les énergies fossiles dans l'industrie, particulièrement. Il faut savoir que dans le monde, on consomme 51% de la consommation énergétique l'est sous forme de chaleur et que 85% de cette chaleur n'est pas produite par des énergies renouvelables. Donc notre vision chez Alto, c'est une vision du monde plus responsable où la chaleur est totalement décarbonée et produite par des énergies renouvelables. Et donc nos trois promesses sont les trois suivantes. La première, comme vous l'avez compris, c'est de décarboner les industries, votre industrie. La deuxième, c'est de faire en sorte que vous soyez, vous, industriels, un peu plus souverain sur vos approvisionnements, que vous ayez une meilleure maîtrise de vos approvisionnements, à contrario du gaz, par exemple, et on l'a vu ces derniers mois et ces dernières années. Et puis, la troisième promesse, c'est bien entendu de faire en sorte que cette énergie soit compétitive. Slide suivante, s'il vous plaît. Et Le Coq Noir, c'est une société agroalimentaire qui est basée à l'Île-sur-la-Sorgue et qui fabrique des plats cuisinés, des condiments, des produits tartinables comme les tapenades. Je vous invite à goûter, c'est super bon. En plus, c'est l'heure, bientôt. Et puis c'est une société qui suit une démarche bio, augmentée et locale. Alors, la particularité enfin, c'est pas une particularité, mais en tout cas, la caractéristique du Coq Noir, c'est qu'elle elle consomme en énergie autant d'électricité que de gaz, comme vous voyez sur la partie droite supérieure de l'écran.
Et puis surtout, en bas à droite, évidemment, elle émet sans grande surprise, elle émet 88 tonnes équivalent CO2 donc de CO2 qui sont issus du gaz. Et c'est sur cette partie-là qu'on s'est penché, bien entendu. Et ce dont elle a besoin, son besoin à elle, c'est de produire de la vapeur à 130 degrés pour ses autoclaves, pour stériliser ses condiments, ses sauces et tous ses produits. Donc nous, on lui délivre de la vapeur à 170 degrés au process pour qu'elle puisse réaliser sa stérilisation. Alors, comme je ne suis pas un pur technicien, vous me pardonnerez d'avance, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très, très techniques, toutes les petites incertitudes ou erreurs que je pourrais commettre. Mais je suis quand même certain du 170 degrés et du 130 degrés. Alors, comment on fait ça? Slide suivante, s'il vous plaît. Eh bien, on fait ça avec du solaire thermique à concentration. Ça veut dire quoi? Ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous avez à l'écran ici, notamment sur la partie gauche, une auge parabolique qui est une auge parabolique en béton sur laquelle nous avons cintré un miroir qui va collecter la chaleur directe du soleil. C'est très important. Contrairement au photovoltaïque, on ne collecte pas de lumière, on ne fonctionne pas avec la lumière, mais avec la chaleur directe et l'irradiation. Donc on collecte la chaleur sur ce miroir et on la concentre sur le tube receveur qui se trouve à l'intérieur de l'auge parabolique, comme vous le voyez là, à l'écran, dans lequel circule un liquide caloporteur, de l'eau jusqu'à 200 degrés, et puis entre 200, pour faire très simple, entre 200 degrés et 400 degrés, une huile thermique. Et donc c'est ce liquide-là qui va être délivré au process sous la forme de vapeur, on va le voir dans un instant. Jusqu'à présent, le solaire à concentration, en tout cas avec les auges paraboliques, était assez peu développé en France. Ça allait dans pas mal d'endroits du monde, mais en France, ce n'est pas trop le cas, pour deux raisons majeures. Enfin, pour une raison majeure, c'est que les rendements n'étaient pas très bons. Et comme les rendements n'étaient pas très bons, le prix n'était pas très compétitif. La donne change parce que Alto Solutions a développé ces 5 dernières années un certain nombre de nouvelles technologies, en tout cas apporté des améliorations à l'état de l'art. La première d'entre elles, c'est notamment celle de la construction d'une auge qui est en béton. Elle est intégralement en béton et de fait, ça lui permet, au contraire des auges qui jusqu'à présent étaient en aluminium ou en acier, ça lui confère plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que, à mon sens, le plus important, c'est qu'elle ne nécessite pas de fondation enterrée. Ça veut dire on a une capacité à non pas la déplacer régulièrement, parce que ça pèse quand même 20 tonnes, chaque module pèse 20 tonnes, mais en tout cas, ça permet de poser ces auges sur un grand nombre de terrains variés et sans nécessairement artificialiser les sols. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est une donnée d'entrée très, très importante. Le deuxième, c'est qu'en fin de vie, évidemment, on n'a pas besoin de fait de démanteler en allant chercher très profond pour enlever toutes les fondations. Elle a une résistance au vent de 135 km/h. Dans nos régions, c'est plutôt intéressant d'avoir ça en tête, versus 45 km/h pour l'état de l'art. Et puis là, on a déposé également un brevet sur le cintrage à froid du miroir qui permet d'optimiser la réflectivité de l'auge parabolique. Accessoirement, elle résiste à la grêle un peu mieux. Alors, ce qui se passe, c'est tout ce que vous voyez là à l'écran est en béton, intégralement, y compris la poutre longitudinale. Évidemment, ces auges, elles sont équipées d'un tracker qui permet de suivre la course du soleil. Et puis, en cas de météo défavorable, ne serait-ce que de passage nuageux, eh bien, l'auge parabolique se met en position d'arrêt et de sécurité. Si on passe à la slide suivante, on voit de manière très schématique, vraiment très globale, en partant de la droite de l'écran qu'on a pour le coq noir en l'occurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit, un champ solaire qui est constitué de deux grandes rangées d'auges paraboliques qui vont, alors ne vous attardez pas sur le stockage chaud-froid, c'est un stockage qui va être unique. Donc le liquide caloporteur est ensuite stocké dans des cuves calorifugées. Délivré ensuite, l'eau va être délivrée, surchauffée, va être délivrée à l'évaporateur qui va, lui, être connecté à la chaudière existante et donc qui va permettre de délivrer la vapeur à 170 degrés au process, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Là, sur cet écran, c'est le dernier. Sur ce dernier slide, ce que vous voyez, on se figure un peu mieux ce que ça veut dire. Vous avez sur l'image qui est au centre de la diapositive, vous avez au nord le champ solaire qui est positionné, qui est à moins d'une centaine de mètres du point de délivrance de la chaleur, de la vapeur. Et si vous n'aviez qu'un seul chiffre à retenir de toute cette présentation et de tout ce qu'on est en train de faire pour le coq noir qui est représentatif
de ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui, c'est le chiffre 75%. 75%, c'est le taux de substitution du gaz dans cette industrie agroalimentaire. Ça veut dire que les 3/4 de sa consommation en gaz vont être demain remplacés par de l'énergie solaire complètement renouvelable que l'industriel maîtrise absolument à 100%. Nonobstant évidemment les conditions climatiques, mais on est dans une région où on peut espérer, et en tout cas on se base sur ces hypothèses-là, que le soleil irradie en permanence, comme il l'a fait ces 20 dernières années. Évidemment, ça a des conséquences sur, tout ça a des conséquences sur ses émissions de CO2 qui vont être réduites d'autant. Donc on passe de 88 tonnes à 37 tonnes. Et la part des émissions de CO2 liées au gaz, évidemment, est extrêmement faible, de fait. Voilà ce que je peux vous dire sur Lecoq Noir et sur Alto Solutions. C'est extrêmement succinct, extrêmement synthétique, mais j'ai plutôt envie d'avoir des réactions, même si j'ai compris que vous étiez timide. C'est ce que disait Simon, en tout cas. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors du coup, est-ce qu'on a des questions? Des réactions par rapport On à a la François présentation? qui nous laisse Ses ses coordonnées, coordonnées. effectivement. Donc, n'hésitez pas à contacter François directement si vous avez des questions. Et puis, c'est toujours le moment de poser, de poser vos questions. N'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais... J'ai Nicolas qui lève la main, Nicolas Blanc. Oui, alors je vais autoriser l'ensemble des micros. Comme ça va être beaucoup plus simple. Nicolas, je crois que vous mettiez, enleviez le mute. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Ouais, j'ai levé la main, je trouvais que c'était moins personnel que la conversation écrite. Oui, j'avais une petite question en fait qui pourrait s'adresser, je pense, à l'ensemble des intervenants. On n'a pas, enfin, j'ai pas, ou alors j'ai pas trop suivi cette partie-là, pas parlé de retour sur investissement pour vos clients industriels. Est-ce que chacun, vous avez fait un peu un bilan là-dessus? Donc, par rapport au coût de ces innovations, de ces projets très intéressants pour chacun, un petit peu sur est-ce qu'il y a un retour sur investissement pour l'industriel par rapport du coup au coût de l'innovation et puis ce qu'il économise grâce à cette innovation? C'est une super question, si je peux me permettre. Alors moi, j'ai pas suivi les interventions précédentes, sauf celle de Vincent en partie, mais si je peux me permettre de répondre sur Lecoq Noir, j'ai deux réponses, deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est qu'on a, chez Alto en tout cas, deux business models, un modèle CAPEX, un modèle OPEX. Soit vous achetez la centrale et donc vous mesurez votre IRR et on vous aide à le faire. Et les retours sur investissement se retrouvent selon l'emplacement, puisqu'évidemment l'irradiation solaire est un des facteurs, un des critères de rendement. Eh bien, selon votre position géographique en France ou en Navarre, vous avez, on va dire, un retour sur investissement qui se situe entre 5 et 7 ans, 8 ans, à peu près. Et le deuxième business model, c'est OPEX. Et donc, OPEX, on vous propose un contrat d'achat de chaleur. Et de ce fait, vous n'avez pas du tout d'investissement à réaliser et vous achetez la chaleur comme un service. Vous vous engagez simplement sur une vingtaine d'années à consommer la chaleur qu'on vous aura produite, basée évidemment sur les consommations et sur les besoins de votre industrie. De fait, là, dans ce cas-là, les calculs sont extrêmement différents. Ce qu'on voit, c'est que les industriels ont tous des méthodes de calcul qui varient, qui prennent en compte des indications plutôt corporate ou pas, en fonction de leur taille, qui prennent en compte des facteurs de pays, qui prennent en compte des facteurs de risque également, et puis qui tiennent compte également du business model en question. Mais là où l'industriel a le moins de risques, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que l'industriel aujourd'hui a plutôt tendance à 70% des cas, en tout cas dans les offres qu'on est en train de produire en ce moment, à préférer l'option libre d'achat d'énergie pour se garder du cash, pour d'autres investissements. Et en tout cas, moi, personnellement, c'est une recommandation en tant que chef d'entreprise que j'ai été pendant quelques années, c'est de plutôt choisir le contrat d'achat d'énergie pour garder du cash, pour typiquement
réaliser un bon mix sur d'autres sources d'énergie ou de la récupération de chaleur fatale, etc. Ça, pour moi, ça a du sens. J'espère avoir répondu en partie à votre question, Nicolas. Oui, merci. Si Merci. Ouais, me pardon, permet de allez-y. rebondir sur ce point-là. Le temps de retour sur investissement, en fait, dépend vraiment de beaucoup de facteurs. C'est pour ça que je l'appuie sur le point de faire des études pour voir comparer les solutions que vous avez à votre disposition selon le temps de retour sur investissement. Et il y a des petites choses, il y a beaucoup de petites choses à faire qui coûtent pas grand-chose et qui font gagner des petits pourcentages. Et après, vous avez des investissements plus lourds qui peuvent se financer par d'autres types de financement. Mais effectivement, la solution tiers financeur existe, il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup d'argent en fait disponible aujourd'hui pour financer des économies d'énergie, financer de l'efficacité énergétique. Et comme l'a dit Monsieur Martin, aujourd'hui, vous pouvez garder votre cash pour d'autres choses et avoir un autre fournisseur d'énergie, comme EDF, comme je ne sais pas qui vous fournit le gaz si vous utilisez du gaz. Ça peut être Alto, ça peut être Ecotexeram, ça peut être d'autres entreprises qui vous fournissent un service d'énergie décarbonée lié à vos process. Et en général, cette solution permet de faire des économies dès la première année, sans CAPEX, ce qui est intéressant. Voilà pour ma part. Alors, est-ce qu'on avait, j'ai cru voir passer une question dans le chat, mais la réponse a été formulée, non? Exactement, oui. Stéphane a répondu directement donc sur l'empreinte au sol par puissance installée. Tout à fait. Si vous me le permettez, je voudrais juste vous dire que je rebondis sur ce que vient de dire Vincent. Nous concernant, pour tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, je vous propose, si ça vous intéresse, de reprendre contact par la suite avec les coordonnées que je vais vous laisser. On vous fera une étude gracieuse de préfaisabilité sur notre technologie, basée sur vos profils de consommation. Ça vous permet d'avoir, c'est une étude qui est très sérieuse et qui vous permet d'avoir une première tendance pour savoir si ça a du sens ou pas de se diriger vers le solaire à concentration. Si tel n'est pas le cas, on le saura assez vite. Mais du coup, ça vous permettra de cocher une case et puis de dire, quand vous ferez des études un peu plus larges ou plus exhaustives avec Vincent, de dire que celle-ci n'est pas une piste à suivre, ou qu'elle est une piste à suivre. N'hésitez pas. Parfait, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Oui, juste, j'avais une demande de précision, Monsieur Martin. Pour l'exemple précisément du coq noir, c'est le modèle OPEX du coup qui a été choisi? Oui. Ouais, c'est le modèle OPEX. Alors, il y a aussi un autre truc qui est intéressant que je peux vous partager parce que vous l'avez compris, ça demande, et puis d'ailleurs, c'est une question de Georgia, ça demande du foncier au sol, hein, parce que comme c'est trop lourd, ça ne se met pas sur les toits, enfin, c'est plutôt pas recommandé. Typiquement, chez le Coq Noir, il n'y avait pas de terrain disponible, et il y a un bailleur qui nous a, enfin, on a un bail avec un propriétaire qui nous loue le terrain, à l'industriel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des solutions qui existent. On peut aller chercher des terrains un peu plus loin. La commune est super favorable et nous a beaucoup aidés. D'une manière générale, les collectivités sont super favorables et cherchent des solutions. Et de fait, c'est un point quand même qui est important parce que on est un peu tous dans le même bateau, quoi. Et pour une fois, les politiques et les industriels, me semble-t-il, sont plutôt sur la même page, quoi. Sont vraiment alignés. Et les politiques cherchent à aider. Et comme le disait Vincent Laurin tout à l'heure, les politiques et leurs outils, donc l'ADEME typiquement, Fonds Chaleur, Décarb, Inde, etc. Et donc on est éligible, alors non pas au Fonds Chaleur, mais à des aides industrielles qui peuvent être facilitantes pour ces investissements-là. Et ça vaut le coup d'étudier tout ça, oui, clairement.
Parfait. Merci beaucoup. Vous nous présentez une belle transition sur la conclusion justement du webinaire, puisqu'on souhaitait vous présenter, alors on ne sera certainement pas exhaustif, mais quelques-uns des outils qui existent justement pour financer des projets. Et donc là, je vais laisser la main à Simon Lardin pour vous présenter quelques premiers outils. Oui, effectivement, merci, merci pour la transition, puisque effectivement, en termes d'investissement, vous avez certains de ces investissements dont on parle qui peuvent être pris en charge partiellement par les pouvoirs publics. Alors, dans le domaine de l'eau, donc effectivement, sans être exhaustif, on souhaitait mettre l'accent sur deux appels à projets qui sont en cours. Le premier qui est donc Innovo et le second qui est un appel à projet sur la sobriété en eau des acteurs économiques de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Et donc, de toute façon, vous aurez les slides, mais pour faire très, très rapide, donc Innovo, c'est un dispositif qui est financé par l'ADEME, hein, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans le cadre du programme France 2030, qui est ouvert actuellement, qui sera ouvert jusqu'en janvier 2025, et on a une première relève des dossiers le 4 décembre 2023. Donc, à vos stylos, si je puis dire. Et cet appel à projet Innovo vise vraiment à soutenir des innovations qui permettent d'améliorer la gestion, les usages et le traitement de l'eau. Sur quatre axes principaux. Le premier qui vise à permettre d'agir en amont sur la gestion de la ressource en eau dans un contexte de changement climatique. Le deuxième qui est vraiment sur l'économie de la ressource. Le troisième qui concerne plus le traitement effectivement de l'eau. Et le dernier qui est spécifique au numérique et à la donnée, qui est aussi une vraie problématique sur ces sujets dont on parle. Je ne vais pas vous détailler les différents items que vous avez sous les yeux et on vous a mis des exemples effectivement pour que ce soit plus concret pour vous. Le deuxième appel à projet, donc toujours dans le domaine de l'eau, donc c'est l'appel à projet accompagner la sobriété en eau des acteurs économiques. Donc là, c'est vraiment un appel à projet qui a été mis en place dans la suite du plan eau qui a été lancé en mars de cette année annoncé par le président de la République. Et là, cet appel à projet vise vraiment à accompagner des sites industriels. Donc, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Et des sites industriels qui ont des potentiels de réduction de consommation d'eau extrêmement importants, puisqu'on est sur un volume minimum économisé de 5000 mètres cubes par an. Et là, de la même manière que Innovo, donc on a des axes principaux qui sont déjà préidentifiés. Donc ça peut être des projets qui visent à changer le process, à de la réutilisation des eaux usées traitées, ou de la mise en place de circuits de recyclage, y compris donc le recyclage des eaux pluviales, et également la réparation de fuites sur le réseau. Et là, cet appel à projet se fait au plus tard à la dernière commission des aides de 2024. Là, c'est en cours également. C'est juste là pour cet appel à projet, mais on souhaitait quand même vous le mentionner vu le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Et on est bien sûr l'ensemble des pôles ici présents à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations sur ces outils financiers. Et je passe la parole À moi. à Simon, ouais, tout à fait, à l'autre Simon sur l'IA Frigal dans les territoires pour la transition écologique. Merci Simon. On se proposait de vous présenter cet appel à projet pour deux raisons. Bon, d'une part, parce qu'il y a une première relève qui est le 1er décembre, donc dans pas longtemps. Après, il clôture le 31 décembre 2024. Et deuxième raison, c'est parce que ça lie deux ressources qui nous occupent aujourd'hui, l'énergie et l'eau. Donc, c'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre de France 2030 et puis qui concerne le développement spécifique d'applications de sciences des données et d'intelligence artificielle.
Donc, il s'agit de proposer, de construire des démonstrateurs de technologie et dans les critères d'intérêt, enfin de sélection des projets, donc il y a les critères, comme on le voit en bas à gauche, là en plus petit, technologiques, les critères d'intérêt fonctionnel, d'innovation et de frugalité. Et du coup, dans ce critère de frugalité, en fait, il s'agit de démontrer le bénéfice environnemental sur la consommation de ressources, donc comme l'énergie ou l'eau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se proposait de vous le présenter, et puis des critères de transparence, d'explicabilité et d'interprétabilité également. Alors la cible, ce peut être une collectivité, un établissement public ou un acteur économique émergent, donc une entreprise récente de moins de 12 ans d'ancienneté. Et dans le cadre d'une entreprise, le projet devra être collaboratif. Alors c'est des projets dont l'assiette minimale de dépenses c'est de 600 000 euros. Et je ne vous ai pas mis le détail des subventions et des avances remboursables, mais il y a des différences selon, comme beaucoup d'appels à projets, selon la taille de l'entreprise et puis le type de projet. Voilà, c'est de la recherche et du développement, par exemple. Voilà pour la présentation succincte de cet appel à projet. Je passe le micro. Oui, alors je vais prendre la suite. Donc pour les appels à projets sur les volets décarbonation de l'industrie, donc je crois que les slides suivantes expliquent un petit peu plus en détail et on attend en fait les dates, les prochaines relèves 2024. Mais pour rester peut-être sur la slide d'avant, en fait, il y a différents appels à projets qui couvrent en fait toute la chaîne de valeur des études d'accompagnement au déploiement, à tout le volet R&D, innovation et l'industrialisation. Je vais peut-être juste faire un petit focus sur l'appel à projet ZBAC qui concerne le développement de zones industrielles bas carbone. Donc, on attend le cahier des charges pour les 2024. Et sinon, on a le pacte industrie. Pour le déploiement CAPEX, on retrouve tous les volets, les 3 volets du fonds chaleur de l'ADEME. Et ensuite, R&D innovation, tous les appels à projets thèse et R&D, et les appels à projets IBAC PME et demi-bac, qui couvrent du coup toutes ces études et avancées d'innovation. Et sur l'industrialisation, voilà, on est encore en attente, donc je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Donc le détail sur les slides suivantes. Et si vous avez toutes des questions, on sera disponible à la fin ou par mail pour vous donner un petit peu plus de billes sur ces appels à projets. Merci Morgane. Et donc, on avait aussi quelques petits outils un peu plus régionaux. Donc, pour les acteurs côté Occitanie, il existe des passes transformation écologique qui sont disponibles. Donc, vous avez le détail ici, mais ça permet de financer des travaux d'amélioration écologique et notamment au sein de plusieurs secteurs d'activité, dont les industriels et dont les industriels de l'agroalimentaire. Donc, pareil, vous avez toutes les informations si vous souhaitez plus de détails. Et on vous a remis aussi sur les slides, sur la slide suivante, quelques outils régionalisés. Donc, pareil pour la région Occitanie, ce qu'on appelle les contrats innovation, donc qui permettent d'accompagner plutôt les porteurs de solutions. Et vous avez aussi les projets régionalisés France 2030, sur lesquels voilà, on peut trouver des aides et des subventions pour développer des projets d'innovation. Voilà en gros, donc tout ça pour vous montrer qu'il existe des outils, donc c'est plutôt positif. Et vous avez aussi la possibilité de trouver éventuellement des partenaires. Donc là, vous avez eu quatre apporteurs de solutions qui vous ont présenté des possibilités pour améliorer un petit peu les process en industriel agroalimentaire. Donc, sachez que l'ensemble des pôles et clusters qui sont partenaires de l'organisation de ces rencontres ont un annuaire qui présente leurs membres et donc les technologies qui sont proposées. Donc, c'est un outil qu'il ne faut pas hésiter à mobiliser pour aller voir un peu ce qui se fait et les solutions qui existent. Et puis, nous, bien sûr, on reste tous disponibles si jamais vous souhaitez être mis en relation, si vous souhaitez plus d'informations sur les solutions que proposent nos adhérents, et si vous avez la moindre question sur le sujet ou sur ces webinaires. Du coup, voilà, on va pouvoir
conclure, un grand merci en tout cas à tous d'être présents. Un grand merci à nos 4 intervenants de nous avoir présenté ces retours d'expérience. Et pour vous indiquer que le 3e opus de cette série sera dédié à la valorisation de ressources. Donc nous avons prébloqué la date du 9 février 2024, donc ce sera à préciser, mais on vous informera bien sûr dès que le programme sera prêt, on vous donnera tous les détails. Donc un grand merci à tous pour vos participations et puis encore une fois, l'ensemble des échanges seront disponibles en replay, donc vous pourrez éventuellement revoir les détails. Et donc ça va être l'heure d'aller effectivement manger les tapenades du coq noir si jamais ça vous a donné envie. Bonne journée à tous. Carrément. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci, au Bonne revoir. journée. Au revoir.